Le tintement des couverts résonnait trop fort contre les vieux murs de la salle à manger. Nous étions réunis pour le souper à Montjoie, l'odeur du lieu jaune cuit planant encore. Puis, ma mère a planté sa fourchette dans la table comme si elle marquait son territoire. Sa voix a suivi, tranchante et inébranlable, « Vous avez 24 heures pour sortir vos affaires. Cette maison est maintenant à votre frère. » Les mots ne semblaient pas réels au début. J'ai cherché le visage de mon père, espérant une contradiction, mais il n'a jamais levé les yeux de son assiette. Mon frère, Ronan, s'est penché en arrière sur sa chaise, les bras croisés, un sourire suffisant aux lèvres. J'ai senti le poids du silence peser plus lourd que n'importe quelle tempête venant de la baie des Chênes. J'ai regardé autour de la pièce. J'y avais consacré des années, de la peinture fraîche sur les moulures, des fenêtres que j'avais fait remplacer après la dernière tempête du Nord-Est, les robustes planchers que j'avais poncés de mes propres mains. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. En une phrase, j'étais effacé. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai refusé de leur donner l'argument pour lequel ils étaient préparés. J'ai posé ma serviette sur la table et j'ai repoussé ma chaise sans un mot. Les yeux de ma mère se sont plissés, attendant que j'explose, mais je ne lui donnerai pas la performance qu'elle attendait. Mon père a bu son eau comme un homme qui avait déjà choisi son camp. Ronan a souri d'un air suffisant comme si la victoire était déjà sienne. La maison qui avait été mon refuge m'échappait. Pourtant, j'ai gardé ma voix calme et mes pas assurés. Sur le porche, le vent de la baie coupait ma peau, mais la clarté est venue avec lui. Il pensait que le silence signifiait la reddition. Il pensait que 24 heures étaient tout ce que j'avais. Ce serait suffisant. La maison est restée silencieuse après la dispute, chaque recoin résonnant de souvenirs. Je marchais lentement de pièce en pièce, mes pas doux sur les planches que j'avais poncées moi-même. Dans la cuisine, les armoires portaient encore la légère odeur de vernis que j'avais appliqué tard le soir après le travail, quand je restais debout pour terminer des projets que personne d'autre ne voulait toucher. Mes mains avaient frotté les taches de cet espace. Mes chèques de paie avaient acheté les nouveaux appareils. Pourtant, maintenant, c'était réclamé comme le cadeau de quelqu'un d'autre. J'ai dérivé dans le salon, laissant mes doigts effleurer les murs beige chauds que j'avais peints il y a seulement 2 étés. Je me souvenais d'être debout sur une échelle, un rouleau à la main, déterminé à éclaircir l'endroit après des années de gris. Ronan était parti alors, à la poursuite de contrats dans d'autres pays, trop occupé pour rappeler. Mes parents avaient murmuré leur appréciation à l'époque, mais cela n'avait pas duré. Ce soir, ces murs restaient muets, leur éclat tamisé par la trahison. À l'étage, je me suis arrêté devant la petite chambre que j'avais faite mienne. La tempête d'il y a 5 ans est revenue en force, le vent arrachant les bardeaux du toit, la pluie s'engouffrant par les fuites du grenier. Mon père avait levé les mains, disant qu'il n'y avait rien à faire sans argent. J'avais écrit les chèques à l'entrepreneur, épuisé mes économies et signé pour des heures supplémentaires à mon cabinet pour couvrir le reste. Les réparations avaient tenu preuve que je pouvais nous garder en sécurité même lorsque le monde extérieur faisait rage. Près de la cage d'escalier, j'ai touché la rampe, toujours lisse là où j'avais poncé les échardes. Mon grand-père, Cyprien, s'était tenu ici une fois, sa voix rude mais gentille alors qu'il me disait « Ces planches auront besoin de votre main un jour ». À l'époque, je pensais qu'il parlait de simples corvées. Mais maintenant, ces mots me semblaient plus lourds, comme s'il avait vu cette nuit venir. Je me suis arrêté à la porte d'entrée, l'air plus frais là, le sel du port s'infiltrant par les vieilles coutures. La maison semblait respirer avec moi, portant le poids de tout ce que j'y avais versé. Demain, j'aurais besoin de réponses, et je savais déjà qui appeler. J'ai à peine dormi, la maison me pressant d'un silence qui ne me semblait plus sûr. À l'aube, j'ai enroulé un manteau autour de mes épaules et je suis sorti sur le porche, regardant vers la promenade de l'Est, où la baie commençait tout juste à luire d'une lumière pâle. Mon téléphone me semblait lourd dans la main alors que je faisais défiler jusqu'au numéro de Solange Duval. Nous nous étions rencontrés il y a des années à l'université de Rennes, toutes deux impatientes de faire nos preuves. Elle était devenue avocate, à l'esprit vif et sans compromis, et j'avais toujours fait confiance à son jugement. Quand elle a répondu, sa voix portait la même franchise que je me souvenais. Je lui ai tout raconté, le dîner, le décret de ma mère, le silence de mon père, le sourire suffisant de Ronan. Elle a écouté sans m'interrompre, seul le léger grattement de son stylo se faisant entendre. Quand j'ai enfin arrêté, elle a expiré lentement. Manon, premièrement, vous n'êtes pas expulsée légalement. Un parent qui crie au dîner n'est pas un avis. La loi française exige une procédure régulière.
Ils ne peuvent pas simplement vous chasser du jour au lendemain. Sa certitude m'a rassuré. Pourtant, la piqûre de la trahison collait à ma peau. Ils m'ont donné 24 heures, ai-je dit. Ils ont l'intention de tout donner à Ronan. Alors nous commençons par des preuves, a-t-elle répondu. Reçus, registres hypothécaires, tous les emails ou contrats de l'époque où vous avez couvert leurs dettes, et une chose de plus, les dossiers d'homologation. Savez-vous si votre grand-père a laissé un testament? La question m'a secoué. Je me suis souvenu de la voix rude de Cyprien, de sa main sur la rampe, me disant que la maison aurait toujours besoin de moi. Il en était propriétaire jusqu'à son décès, ai-je chuchoté, mais j'ai supposé que cela leur revenait directement. Ne jamais supposer, a dit Solange fermement. Si un testament existe et qu'il vous nomme, vos parents n'auraient peut-être pas eu l'autorité de léguer du tout la maison. Je vais demander à quelqu'un de fouiller le tribunal d'homologation aujourd'hui. Je me suis appuyé contre la colonne du porche, le froid s'infiltrant à travers mon manteau, mais une lueur de chaleur montait dans ma poitrine. Pour la première fois depuis la nuit dernière, je me sentais moins comme une intruse dans ma propre vie. Je vais tout rassembler, ai-je dit. Bien. La marée tourne déjà. Ne gaspillez pas d'énergie en dispute. Trouvez les rochers et tenez-vous Y. Ces mots sont restés avec moi en rentrant, ouvrant déjà les tiroirs pour des dossiers de relevés bancaires et de reçus. En milieu d'après-midi, Solange a appelé, sa voix tendue d'urgence. Manon, j'ai trouvé quelque chose. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille alors qu'elle expliquait. Elle avait demandé à un greffier du tribunal de grande instance de Rennes de récupérer tous les dossiers liés à la succession de Cyprien Lefebvre. Parmi eux se trouvait un testament notarié datant de 3 ans avant sa mort. Il était simple, direct, avec sa large signature apposée sous le sceau. La maison de Montjoie m'était léguée à moi seul. Mes genoux ont flanché, et je me suis enfoncé dans le fauteuil que j'avais acheté avec mon premier vrai salaire. Pendant un instant, la pièce a chancelé. J'ai pensé aux soirées avec mon grand-père sur le porche, sa main ferme sur la mienne alors qu'il me montrait les navires qui sillonnaient la baie des Chênes. Il avait su. D'une manière ou d'une autre, il avait regardé au-delà de tout le monde et m'avait fait confiance pour maintenir la maison en vie. Pourquoi ne me l'ont-ils pas dit? Ma voix s'est brisée. Parce que cela ne leur convenait pas, a répondu Solange. Le testament a été déposé. Vos parents y ont eu accès, et ils ont choisi d'agir comme s'il n'existait pas. Ils ne pouvaient pas supporter la vérité que Cyprien les avait ignorés, eux et Ronan. Une bouffée de chaleur est montée dans ma poitrine. J'ai imaginé les yeux plissés de ma mère au dîner, le refus de mon père de me regarder, le sourire suffisant de Ronan. La trahison ne se trouvait pas seulement dans leurs paroles de la nuit dernière. Cela faisait des années qu'elles se préparaient. Ils avaient enterré la décision de mon grand-père pour soutenir Ronan, pour protéger sa fierté et lui donner une scène qu'il n'avait pas méritée. Le ton de Solange s'est affûté. Nous pouvons faire appliquer cela. Je vais préparer une requête, mais vous devez rester calme. Rassemblez les reçus, documentez vos contributions, gardez tout organisé. Ils se battront, mais la signature sur ce document est plus forte que leur performance. J'ai regardé la copie que Solange a envoyée par email quelques instants plus tard, l'encre noire frappante sur l'écran de mon téléphone. Son écriture, les mêmes boucles que je me souvenais sur de vieilles lettres, me nommait héritière. Il l'avait cachée, espérant que le silence m'effacerait. Mais le silence prenait fin. Je me suis levé, la décision s'installant dans mes os comme de la pierre. S'ils voulaient que je parte dans 24 heures, alors dans 24 heures ils apprendraient à qui appartenait vraiment cette maison. Le lendemain matin, j'ai agi rapidement, déterminé à agir avant le retour de mes parents ou l'arrivée de Ronan avec sa valise. J'ai appelé une entreprise locale, déménageur du port de Saint-Malo, et j'ai expliqué ce dont j'avais besoin, un travail urgent, seulement quelques gros articles, rien de plus. L'homme au téléphone a hésité en raison du court préavis, mais à midi, il a promis d'envoyer une équipe. Pendant que j'attendais, j'ai parcouru la maison avec une pile de post-it et un stylo. J'ai marqué seulement ce que j'avais acheté, le canapé gris ardoise pour lequel j'avais économisé pendant des mois, le lave-linge en acier inoxydable que j'avais installé au sous-sol, les rideaux que j'avais choisis pour assortir au mur beige. Chaque étiquette était à la fois un souvenir et un reçu, preuve de mon travail quand personne d'autre ne voulait lever le petit doigt. Dans la salle à manger, je me suis arrêté devant la table en chêne que mon grand-père avait construite des décennies plus tôt. Les chaises autour d'elle étaient les miennes neuves, robustes, achetées après que ma mère se soit plainte des chaises bancales. Je les ai marquées, mais j'ai laissé la table intacte.
Le coffre en cèdre dans le couloir, rempli de vieilles courtes pointes, je l'ai laissé aussi. Je ne voulais aucune accusation de vol. Je voulais la vérité pure et simple. À travers la fenêtre, j'ai vu Madame Fournier d'en face regarder. Quelques minutes plus tard, elle a frappé doucement et est entrée, ses yeux gentils mais interrogateurs. « Vous avez toujours été bonne avec cet endroit », a-t-elle dit. « Je vous ai vu peindre, réparer, transporter des choses pendant les tempêtes. Il est à vous autant qu'il l'a jamais été à lui. » Ces mots m'ont rassuré plus qu'elle ne le savait. Peu après, Thomas Leblanc s'est arrêté lors de sa promenade depuis les quais, de la poussière encore sur ses bottes. Il a jeté un coup d'œil aux poutres du porche que j'avais renforcé des années auparavant. « Votre grand-père serait fier », a-t-il murmuré. Au moment où les déménageurs sont arrivés avec leur camion blanc, les pièces étaient tracées en petits carrés de papier coloré. Je n'ai pas tout pris. J'ai pris seulement ce qui était à moi. Et quand Ronan a franchi la porte, cette différence compterait plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les déménageurs venaient de finir de charger le canapé dans le camion lorsque j'ai entendu le grincement des pneus sur l'allée. Ronan est sorti d'une berline louée, une élégante valise noire traînant derrière lui. Il a regardé la maison comme si c'était déjà sa scène, le menton levé, les épaules carrées. Il m'a dépassé à la porte sans un salut. Ses chaussures ont résonné sur les planchers nus, le vide de la pièce le saluant plus fort que les mots. Il s'est arrêté net là où le canapé avait été, tournant lentement en cercle. « Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? » J'ai pris ce qui m'appartenait, ai-je dit calmement. Il s'est retourné, les yeux plissés. C'est du sabotage. Maman et papa m'ont donné cette maison. Et tu l'as vidée avant même que j'ai eu la chance d'emménager. J'ai croisé les bras, refusant de rencontrer son feu avec le mien. Le lave-linge, les chaises, le canapé, je les ai payés. J'ai tous les reçus. Meublez-la vous-même si vous voulez l'appeler une maison. Son visage a rougi, mais la colère s'est brisée en quelque chose d'autre, la peur. Il s'est enfoncé sur sa valise, se frottant les tempes. Tu ne comprends pas. Mon entreprise de construction s'effondre. Les investisseurs tournent autour, et je leur ai promis que j'aurais des garanties. Sa voix a baissé. Léa est enceinte. J'ai besoin de cette maison. Ce n'est pas juste pour moi. Les mots m'ont frappé plus fort que prévu. Pendant un battement de cœur, j'ai revu le frère avec qui j'avais grandi, les genoux écorchés, courant après des cerfs-volants avec moi sur la promenade de l'Est. Mais ce garçon avait disparu. Maintenant, il voulait mon silence et mon sacrifice pour réparer ses erreurs. Je ne suis pas votre garantie, ai-je dit doucement. Et notre grand-père ne vous a pas choisi pour cette maison. Il m'a choisi. Vous n'aimerez peut-être pas ça, mais c'est la vérité. La mâchoire de Ronan s'est serrée, son désespoir bouillonnant à nouveau en rage. Tu le regretteras. Ils s'en assureront. J'ai tenu bon, le bruit des déménageurs qui fermaient les portes du camion ponctuant l'air. Ronan a regardé le vide une dernière fois. Mais ce qu'il voyait manquer n'était pas les meubles. C'était son droit, qui glissait par la porte avec lui. 2 matins plus tard, je me tenais avec Solange à l'intérieur du tribunal de grande instance de Rennes. La copie du testament de mon grand-père serrée comme une bouée de sauvetage. La salle d'audience sentait légèrement le vieux papier et le cirage, et mes parents étaient assis de l'autre côté de l'allée, rigides comme des statues. Ronan s'agitait sur son siège, agité, la peau autour de ses yeux tendus par le manque de sommeil. Solange s'est levée la première. Sa voix était calme alors qu'elle décrivait la succession des événements, le testament notarié de Cyprien Lefebvre, les paiements hypothécaires que j'avais effectués, les reçus pour les réparations, l'affidavit des voisins qui avaient témoigné de mes soins pour la maison. Elle se déplaçait comme si elle avait répété cela pendant des années. La réplique de ma mère est venue, tranchante et répétée. Cyprien a toujours voulu que la maison reste dans la famille. Nous avons supposé que c'était une question d'intention, pas de paperasse. Mon père a hoché la tête, ses yeux évitant les miens. Ils ont parlé des besoins de Ronan, de son futur enfant, de son rôle d'aîné. Le juge a interrompu, levant la main. L'intention n'est pas plus forte qu'un document signé et notarié. Ce testament est clair. La propriété appartient à Manon Alden. Tant que l'exécution complète de l'homologation n'est pas terminée, aucun transfert ni occupation ne peut avoir lieu. L'ordonnance de restriction est maintenue. Le marteau a frappé, et le son a retenti comme un coup de tonnerre. Mes parents ont tressailli. Le visage de Ronan s'est durci,
et pour la première fois depuis le dîner à Montjoie, j'ai senti le sol se maintenir fermement sous mes pieds. Après, je suis retourné à la maison. Les déménageurs l'avaient laissé à moitié vide, pourtant le silence ne ressemblait plus à une perte. Je suis entré dans la cuisine, j'ai ouvert le tiroir où les clés en vrac cliquetaient, et j'ai choisi la vieille clé en laiton que Cyprien gardait sur une lanière de cuir. Je l'ai posée sur le comptoir, non pas comme une offrande, mais comme un repère. Cette clé n'était la monnaie d'échange de personne. C'était la preuve de ce qui avait déjà été décidé des années avant que je n'ai jamais pensé en avoir besoin. Quand j'ai fermé la porte derrière moi, je savais que la bataille n'était pas terminée, mais l'histoire qu'ils avaient écrite sur moi était déjà en train de se briser. L'acte officiel est arrivé par la poste une semaine plus tard, mon nom écrit là où mes parents avaient essayé de l'effacer. Je me suis assise au petit bureau de mon appartement et j'ai tracé les lettres du doigt, non pas avec triomphe, mais avec une immobilité inhabituelle. Le tribunal m'avait donné raison. La loi avait affirmé ce que Cyprien avait laissé derrière lui. Pourtant, je ne ressentais aucune envie de planter un drapeau dans le salon et de crier victoire. Au lieu de cela, j'ai arpenté les rues autour de Montjoie, m'arrêtant au bord de l'eau où je m'étais tenu avec mon grand-père enfant. Il croyait aux maisons non pas comme des trophées, mais comme des ancres, des lieux qui maintenaient les familles et les voisins stables à travers les tempêtes. J'ai pensé à Madame Fournier regardant depuis son porche, à Thomas Leblanc hochant la tête devant les poutres que j'avais réparées. Il faisait aussi partie de cette histoire. L'idée est venue tranquillement. Je garderai l'acte, mais pas de la manière dont mes parents ou Ronan l'imaginaient. J'ai rencontré un représentant d'un fonds foncier local, qui protégeait les maisons pour les familles ouvrières le long du port. En quelques jours, nous avons rédigé un bail qui placerait la maison dans leur programme, garantissant qu'elle resterait abordable et sûre. En retour, je gardais un petit studio à l'étage pour moi, une seule pièce avec une fenêtre qui s'ouvrait sur la baie des Chênes. Quand j'ai signé le bail, un soulagement m'a envahi. La maison tiendrait, mais elle ne serait pas une scène pour l'ego de Ronan ou les manipulations de mes parents. Elle servirait la communauté qui nous avait toujours entourés, et je pourrais y entrer seulement quand je le choisirais. Ce soir-là, j'ai déverrouillé le studio et posé mon sac par terre. Les pièces en dessous appartiendraient bientôt à une autre famille, leur voix remplaçant le silence. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai respiré sans poids sur ma poitrine, prête à mettre le reste par écrit. Je me suis assise dans le studio à l'étage avec l'acte et les papiers du bail soigneusement empilés à côté de moi. La maison en dessous accueillerait bientôt une autre famille, et je voulais établir mes propres limites aussi clairement que les lignes légales maintenant tracées. J'ai ouvert une page blanche dans mon carnet et j'ai commencé la lettre à mes parents. J'ai écrit sans fioriture. Je ne serai plus leur sauveur. Je ne couvrirai pas les factures, les hypothèques, ni ne tairai leurs erreurs. S'ils voulaient une chance de contact, ils devraient s'engager à suivre une thérapie, non pas comme une punition, mais comme une condition de confiance. J'ai joint des copies des reçus, de l'ordonnance du tribunal et du testament. Je ne voulais pas de débat, seulement de la clarté. Quand j'ai scellé l'enveloppe, je n'ai senti aucun tremblement dans mes mains. Ce n'était pas la colère qui me guidait, mais le besoin d'arrêter de répéter le même cycle. On a frappé à la porte, ce qui m'a surprise. Madame Fournier se tenait là avec un petit panier de muffins. Elle a souri doucement, les yeux brillants. Pour la femme qui a fait tenir le porche, a-t-elle dit. Ces mots ont rempli la pièce d'une chaleur que le papier seul ne pouvait transporter. Plus tard ce soir-là, Thomas Leblanc m'a arrêté dans la rue. Il m'a tapé sur l'épaule, sa paume lourde de respect. Cyprien aurait voulu que ce soit comme ça, a-t-il dit simplement. Et je l'ai cru. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un message de Ronan. Il était plus court que prévu, dépouillé de bravade. Il a admis ses erreurs, a parlé de sa peur de l'avenir et a demandé du temps pour arranger les choses. Pour la première fois depuis des années, ces mots ne demandaient pas, ils suppliaient. J'ai laissé son message sans réponse, la lettre à mes parents prête pour le courrier du matin, sachant que la dernière étape était encore à venir. Des mois plus tard, le bruit de nouveaux pas a rempli les pièces en dessous. Une jeune famille s'était installée grâce au bail du fonds foncier, leur rire traversant les planchers la nuit. Des jouets étaient éparpillés sur le porche où j'avais autrefois empilé des volets de tempête, et cette vue m'a donné plus de paix que le vide n'en avait jamais eu. J'ai gardé le petit studio à l'étage, une seule pièce avec de grandes fenêtres donnant sur la baie des Chênes. Chaque matin, j'ouvrais les rideaux sur la lumière s'étirant sur l'eau, et je ressentais la stabilité qui me manquait depuis des années. Sur un mur,
j'ai accroché l'acte encadré à côté de l'ancienne carte de réparation de Montjoie de Cyprien, les notes au crayon marquant les années où il avait remplacé les bardeaux après les ouragans et renforcé les poutres après les blizzards. C'était moins un trophée qu'une boussole, me rappelant ce que la gérance signifiait vraiment. L'espace était simple, un bureau, une chaise, un lit niché près de la fenêtre, mais il n'appartenait à aucune attente sauf la mienne. J'y écrivais souvent, parfois du code pour le travail, parfois des mots qui ne seraient jamais envoyés. Des lettres à un moi passé qui pensait que le silence était le seul moyen de maintenir la paix. En bas, la famille peignait les murs de leur propre couleur, remplissait la cuisine d'odeurs de ragoût et de pain. J'ai tout entendu et j'ai souri parce que la maison était vivante d'une manière qui ne me vidait pas. Elle se tenait non pas comme un moyen de négociation ou une arme, mais comme un lieu qui continuait d'avancer. Je n'avais plus besoin de faire mes preuves avec chaque clou ou chaque euro dépensé. Ma valeur n'était pas cachée dans les planchers ou négociés à table. Elle résidait dans la limite que j'avais tracée, la vie que j'avais choisie et la porte que j'avais appris à fermer.